Bonjour à tous et bienvenue dans Parlementaire sur LCP, 14h, 16h30, 2h30 direct entièrement consacré à l'actualité politique et aux travaux du Parlement. 14h, 15h, c'est l'info. Éditorialistes et politiques débattent de l'actualité sur ce plateau. Et puis à 15h, la séance de questions au gouvernement dans l'hémicycle où nous retrouvons tout de suite Thomas Soulier. Bonjour Thomas. Bonjour Brigitte. Quel est le programme de l'après-midi ? Cette séance va démarrer par un échange très attendu. Le nouveau député PS du Doubs, Frédéric Barbier, va interroger le Premier ministre sur la percée notamment du FN. Et ce ne sera pas le seul sujet de ces questions au gouvernement. SwissLeaks, la violence à Marseille, le chômage, l'Ukraine. Voilà pour le sommaire, rendez-vous à 15h. Merci Thomas Soulier. On vous retrouvera vous à 16h sur le plateau de Parlementaire avec vos invités politiques. N'oubliez pas que cette émission est interactive. N'hésitez pas à intervenir, à réagir à nos invités via Twitter avec le hashtag LCP Info. Tout de suite les titres de l'actualité. Frédéric Barbier accueilli sous les applaudissements au groupe PS à l'Assemblée. Le nouveau député de la 4e circonscription du Doubs remplace Pierre Moscovici. Il aura le privilège de poser la première question sur la politique générale du gouvernement. Elle s'adressera à Manuel Valls. La loi Macron prolongée à l'Assemblée, les débats devraient durer au moins jusqu'au week-end. Depuis hier, les communistes portent le fer contre le gouvernement sur les ouvertures de capital dénoncées comme des privatisations rampantes. Et puis Dominique Strauss-Kahn à la barre dans le procès du Carlton de Lille. Il a été accueilli par les Femen à son arrivée. L'ancien directeur général du FMI qui comparaît pour proxénétisme aggravé campe sur ses positions, tandis que les prostituées témoignent en pleurs. Nous serons également dans Parlementaire en duplex de l'Assemblée nationale et des 4 colonnes avec Fernand Tavares. Bonjour Fernand. Bonjour Brigitte. Vous aurez des députés à votre micro tout au long de cette émission. Vous nous faites signe et vous intervenez quand vous voulez. Avec moi sur ce plateau pour débattre de l'actualité, j'accueille comme chaque semaine Roland Quérol. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte. Vous êtes politologue et consultant pour LCP. Guylaine Ottenheimer. Bonjour Guylaine. Vous êtes rédactrice en chef de Challenge. Et puis Sylvain Courage. Bonjour Sylvain. Bonjour. Rédacteur en chef à l'Obs. Alors arrivé sous les applaudissements pour Frédéric Barbier à l'Assemblée, le nouveau député du Doubs a été accueilli au groupe PS par le président Claude Bartolone et le ministre des Relations avec le Parlement. Il posera la première question pour les socialistes cet après-midi dans l'hémicycle, directement au Premier ministre Jean-Baptiste Daoulas. Frédéric Barbier retrouve le bureau qu'il occupait entre 2012 et 2014, quand il était suppléant de Pierre Moscovici. Et les cartons de son prédécesseur n'ont toujours pas été déménagés. Aujourd'hui, je suis à Paris. C'est-à-dire qu'on est en plein mouvement, c'est-à-dire en plein changement. Donc, il y en a un qui quitte le bureau, il y en a l'autre qui le reprend. Donc, vous assistez à un déménagement. Élu de justesse, Frédéric Barbier est le premier député PS à gagner une élection partielle depuis 2012. Une victoire qui lui vaut une ovation à son arrivée en réunion de groupe. Et je veux te dire la joie qui est la nôtre de t'accueillir ce matin dans une réunion que tu connais bien, puisque tu y as travaillé avec nous et tu y as délibéré avec nous pendant plusieurs mois. Tous les témoignages que vous m'avez apportés pendant cette campagne, eh bien, ça a renforcé ma détermination. Elle était déjà forte dès le départ, parce que je voulais cette victoire. Je dis toujours qu'une victoire, elle appartient à celui ou à celle qui le veut le plus. Eh bien, cette victoire, je la voulais, chers amis. Mais le PS évite de pavoiser. Malgré la victoire de Frédéric Barbier, le parti n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée. Et la confiance des Français n'est toujours pas retrouvée. C'est plutôt à la fois le constat que lorsqu'on se bat, on peut réussir à dégeler des abstentionnistes et à retrouver le peuple de gauche, mais dans le même temps, on voit bien tout le travail qu'il y a encore à faire pour réinstaller cette espérance dans le pays. Les regards sont déjà rivés vers le mois de mars et les élections départementales. Un nouveau test à haut risque pour la majorité. Et nous retrouvons à présent Gilbert Collard, député non inscrit du Gard. Il est membre du Rassemblement Bleu Marine et il est au micro de Fernand Tavares, salle des 4 colonnes. Alors ça aurait pu être jamais 203 pour les députés du Front National, mais ça n'est pas le cas. Alors déçu ? Non, franchement, bien évidemment, on aurait préféré être 3. Mais le résultat est tellement significatif de la poussée du Front National qu'on ne peut que se réjouir. D'autant plus, et je trouve ça extraordinaire, que M. Barbier s'est fait quand même élire, sans jeu de mots, avec une fausse barbe, puisqu'il n'a même pas osé mettre sur son bulletin de vote Parti Socialiste. Bon, avec une coalition aussi importante, l'intervention du Président de la République, 2 fois du Premier ministre, le score de l'élu sans nom
de l'élu anonyme et rikiki. Donc c'est la preuve qu'on est devenu maintenant vraiment le seul, l'unique parti d'opposition et ça, c'est une grande satisfaction. Néanmoins, le Premier ministre que vous venez d'évoquer dit ceci, que vous êtes, vous, frontistes, une formation politique qui n'épouse pas la valeur de la République, les valeurs de la République. Oui, c'est leur alibi maintenant. Alors écoutez, je vous répondrai ce que le général de Gaulle, à qui on avait fait le même reproche, avait répondu dans une conférence de presse célèbre. Quand avons-nous attenté aux valeurs de la République? Alors je leur sers cette phrase que le général de Gaulle lui-même avait été amené à prononcer devant des abrutis qu'il accusait de ne pas respecter les valeurs de la République. Certains responsables politiques constatent aujourd'hui qu'une bonne partie des électeurs UMP ont rejoint le candidat du Front National dans les urnes. Est-ce que pour les élections locales, vous avez, disons, des choses à proposer qui peuvent faire la différence encore? Mais non, ils passent leur temps à nous copier. 2 exemples rapides. J'ai présenté un amendement pour la suppression de l'aide médicale d'État. L'UMP a voté contre. Et aujourd'hui, M. Ciotti dit il faut supprimer l'aide médicale d'État. Et l'UMP aussi. J'ai présenté un texte pour que les gendarmes et les policiers bénéficient d'une présomption de légitime défense. Ils ont voté contre. Et aujourd'hui, ils le proposent. Bon, ils sont à la remorque. Bon, nous, on a un plan politique, un projet politique qui est connu. On l'applique. Les électeurs viennent vers nous parce qu'on est les seuls, 1, à avoir fait tous les diagnostics, 2, à avoir proposé tous les remèdes. Merci beaucoup, Gilbert Collard. Merci. Voilà, Brigitte, c'est à vous. Merci Fernand Tavares. Alors Roland Quérol, le PS fête sa victoire, on l'a vu ce matin au groupe. Le FN, quand on l'entend, est lui aussi le grand gagnant de cette élection. Alors, qui a gagné finalement dimanche ? Écoutez, en général, celui qui gagne l'élection, c'est celui qui est proclamé vainqueur. Donc c'est tout de même le socialiste qui a gagné. Et ça leur fait quand même beaucoup de bien, parce que c'est en métropole, c'est la première des élections partielles remportées par les socialistes depuis 2012. Bon, et qu'elle n'est pas si étriquée que ça, la victoire. Hein. 863 voix dans une circonscription, il y en a 33 000 qui votent, ça fait 51,5. C'est le score qu'a fait François Hollande à la présidentielle. Hein. Et c'est un score qui suffit à bien des dizaines de députés. Oui, mais il y a le FN en face. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a le FN en face. 2 choses. 1, le fameux plafond de verre qui empêche dans les élections nationales le Front National de passer quand ils sont 2 et qu'il faut faire 50%, existe toujours. 2e chose, ils s'en rapprochent. Alors, selon qu'on constate plutôt l'un ou plutôt l'autre, on est, comme le Front National, exultant. 48,5, bah, c'est presque 50. Ben non, c'est pas 50. Mais c'est vrai que la progression d'un tour à l'autre du Front National devient la règle, alors que c'était la règle inverse dans les 10 dernières années. Le Front National n'avait pas de réserve de voix possible, et au second tour, il faisait à peu près pareil qu'au premier tour. Désormais, il peut gagner 12, 14, cette fois-ci, 16 points d'un tour à l'autre. C'est donc un historique. Signal, voilà, et c'est un signal très important envoyé notamment à l'UMP par rapport aux prochaines départementales. Cette fois-ci, c'est dans 1 mois et demi, il faut qu'il se dépêche. Cette fois-ci, il va bien falloir que ce parti ait une position claire sur les alliances et désistements. Parce que c'est une élection. Alors, il faut rappeler que c'est la position du Nini qui a été adoptée, qui devrait l'être visiblement pour les départementales. Alors, si elle l'est pour les départementales, ça va faire beaucoup plus de dégâts parce qu'il y aura beaucoup de second tour en duel, parce qu'il y a une règle faisant que seulement des gens ayant plus de 12% des inscrits soient là au second tour. Comme il y aura beaucoup d'abstention, il y aura très peu d'élus et donc il y aura beaucoup de duels UMP-FN et PS-FN. Le débat n'est pas clos sur le Nini à l'UMP. Non, parce que je pense que l'UMP a pris conscience que le FN voulait avant tout sa mort. Dans les dernières années, à force de gauchisation du programme de Marine Le Pen, ils se sont dit, après tout, ils prennent autant sur les socialistes que sur nous, c'est embêtant pour tout le monde, mais pas plus tellement pour nous, ça. Là, on s'aperçoit que quand même, il y a pas mal d'électeurs de l'UMP qui se sont emportés, à peu près un tiers, enfin on va voir les sondages sortis du la fameuse porosité entre. Et donc là, ils se rendent compte que électeurs. leur Nini ne fonctionne pas. C'est pas la bonne arme pour résister et pourtant, c'est ce que souhaitent les électeurs. Ils se rendent compte là vraiment qu'ils commencent à être pris à la gorge. On se rend compte que vraiment, et c'est comme ça que quand on voit dans l'histoire des partis, il y en a qui meurent et puis il y en a qui prennent leur place. Et
et le FN ne va pas prendre la place du PS. Donc elle n'est pas tenable, sur l'extrême cette gauche, position du comme Mini en Grèce, il s'appuie sur un parti un peu patriote de droite. Bon, ça fait ça trouble un peu les gens, et puis ça permet de conquérir des poches électorales dans des circonscriptions désindustrialisées. Bon, voilà, il y a une espèce de mélange dans leur programme. Moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas un vrai combat sur le fond des idées, sur l'absurdité d'un certain nombre de choses, et sur les valeurs, sur un certain nombre de valeurs, en termes d'égalité, de fraternité, ils perdront. Et puis, il faudra L'UMP a aussi... pris un gros coup sur la tête, là, dimanche, quand même. C'est comme une mayonnaise qui ratait. Vous pouvez... Aujourd'hui, les promesses des deux partis de gouvernement, elles sont plus crédibles. Je veux dire, comment aujourd'hui pouvez-vous dire que le projet de Marine Le Pen est absolument complètement faux, utopique, alors que depuis 20 ans, les propositions de programme sont toutes été jetées à la poubelle 6 mois ou 1 an ou 2 ans après. Souvenez-vous du reniement de Chirac, de Sarkozy et même d'une certaine manière de Hollande. Donc les Français ne croient plus, ils croient que tout ça c'est parole. Bon, parole, et pourquoi pas Marine Le Pen ? C'est ça le danger. Est-ce que cette victoire, Sylvain Courage, elle change la physionomie des départementales ? Oui, parce que, comme l'a souligné Roland Quérol, on va assister à ces duels, et donc ça posera un problème à l'UMP, que Guylaine a bien résumé, mais ça posera aussi un problème au PS. Et d'ailleurs, c'est assez cocasse que Frédéric Barbier revienne à l'Assemblée aujourd'hui et pose sa première question au Premier ministre. Alors, c'est une manière de le mettre en valeur, mais c'est aussi parce qu'il a vu le loup. Et donc, il va falloir maintenant que le Premier ministre explique comment on repousse le loup. Et donc, la question, elle est dans les deux camps, et elle n'est pas seulement à l'UMP. Et pour les départementales, elle se posera pour l'une et l'autre des deux formations. Surtout au troisième tour. Au troisième tour. Au moment de l'élection de l'exécutif. Parce qu'en plus, là, on est dans une vraie assemblée. Les candidats UMP et FN se rapprochent. De voix pour devenir président du conseil départemental, ça existe déjà dans certaines communautés de communes. Le rassemblement, ce sera aussi une des clés de ces départementales. On a vu Jean-Christophe Combadélis qui appelait au rassemblement de l'ensemble de la gauche et Jean-Luc Mélenchon qui raille le premier secrétaire du PS en disant l'unité. Écoutez, oui, il y a deux choses. Il y a d'abord la convocation de l'esprit du 11 janvier, qui sera forcément encore là et beaucoup là chez les socialistes, parce que voilà, c'est l'idée que on sort du coup de la guerre de religion politicienne et qu'on prend une espèce d'ampleur démocratique et républicaine. Donc dans la campagne, nous aurons évidemment cela. Et il faut le maximum d'accords électoraux dans chaque camp, parce que la seule façon de passer pour les uns et pour les autres, c'est vrai entre l'UMP, l'UDI et les divers droites, c'est vrai aussi entre les différentes composantes de la gauche. On est dans des élections où, de surcroît, il y aura beaucoup d'abstention. C'est pas être une pitié que de dire ça. Et oui, il faut donc au maximum rassembler les voix. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que les acrimonies et les différences de point de vue sont quand même très fortes au sein de chaque camp. L'UMP, Guylaine Ottenheimer, pensait emporter beaucoup de départements. Et puis, depuis cette élimination au premier tour dans le Doubs, on les sent un petit peu plus inquiets. Oh, ils ont tort. Non, je pense que... Non, ils ont tort. Non, mais je pense que là, on a vu, il y a encore 2 sondages qui ont montré que après avoir connu une extraordinaire embellie, parce qu'il s'est très bien comporté pendant les événements de début janvier, François Hollande retombe dans les sondages. Bon, le soufflet 11 janvier est en train d'un petit peu retomber. On a vu les chiffres du chômage, on a eu les statistiques d'Eurostat. Sur 24 pays de l'Union, il y en a 20 qui voient leur chômage baisser et nous, on fait partie des 4 où il continue d'augmenter. Enfin, voilà, les difficultés pour les gens sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de grandes réformes en vue. Bon, ce qu'on nous propose à l'école, etc., c'est un petit peu des pansements, mais il n'y a pas de réflexion. On est à 2 ans de la présidentielle, à 1 an des primaires. Voilà, donc c'est difficile aujourd'hui de trouver une porte de sortie. Cet esprit 11 janvier, vous le voyez aussi planer sur cette départementale. C'est difficile aujourd'hui, c'est le retour à la normale, c'est-à-dire qu'effectivement les événements étaient exceptionnels et à événements exceptionnels, il y a eu un comportement exceptionnel. Aujourd'hui, on revient un peu à un étiage ordinaire et on voit qu'effectivement les moyens politiques pour essayer de lutter contre les divisions de la société française et les plaies comme le chômage sont toujours les mêmes. Et donc effectivement, il peut y avoir une grosse désillusion aussi après cet emballement du 11 janvier. Le retour à la réalité, Roland Quérol, c'est aussi ce sondage Ipsos qui donne 8 points de moins pour François Hollande, 7 points de moins pour Manuel Valls. Franchement, on l'avait annoncé, il n'y a rien d'étonnant. C'était une bulle spéculative autour de la popularité du c'est président. C'est comme lorsqu'il y a eu des entrées en guerre pour les présidents précédents, ça leur apporte immédiatement une légitimation forte de l'opinion.
Et puis, comme disait Michel Debré jadis, les gens retournent ensuite à leur partie de pétanque qui n'est pas sans grandeur. Voilà. Alors on va avancer dans parlementaire. À l'Assemblée, vous le savez, c'est la loi Macron. Elle va entrer dans sa 10e journée de débat. Mais dès hier, le thème de la privatisation rampante a animé les discussions. Le texte prévoit des ouvertures de capital aussi variées que le LFB, c'est le laboratoire spécialisé dans les médicaments dérivés du sang, ou les aéroports de Nice et Lyon. Les précisions de Rim Benhammer et Maxence Cagny. Vif débat autour de la privatisation dans l'hémicycle. Les députés ont adopté des articles très divers. Ouverture du capital du LFB, un laboratoire qui produit des médicaments dérivés du sang à des organismes publics comme la BPI. Privatisation de Nexter, un constructeur de blindés français, pour permettre son rapprochement avec son homologue allemand. Mais c'est l'article 49 sur la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon qui a fait le plus débat. Vous nous proposez la mise en vente de 2 des 3 plus grands aéroports que compte notre pays aujourd'hui, dans le but de rendre une copie propre à Bruxelles. Mais cette démarche, permettez-moi de vous le dire, Monsieur le Ministre, n'est pas digne d'un homme d'État. Je dirais que davantage, c'est une démarche d'un banquier préoccupé par la seule réalisation d'une plus-value. Il n'y a aucune légitimité à ce que vous mettiez en vente un actionnaire majoritaire qui demain n'aura qu'un intérêt, c'est certes de faire monter les dividendes à un niveau plus élevé, mais pas celui de contribuer au développement économique territorial. Autre sujet omniprésent dans l'hémicycle, la méthode Macron. Monsieur le ministre, avec cet article, vous exprimez une forme d'impatience. Un dénommé Vladimir Ilitch Ulyanov, d'ailleurs, parlait d'impatience petite bourgeoise. À moins que ce soit l'expression d'une boulimie où, petit à petit, article après article, vous attribuez les domaines de compétences des différents ministres. Moi, je commence à devenir un vrai macronien. Parce qu'il y a une certaine fraîcheur dans votre vérité, monsieur le ministre. Quand vous dites, et c'est bien, vous avez dit, on a essayé de me tuer pendant ce débat, ensuite je me suis trompé. Après 10 jours de discussion, les parlementaires sont à peine arrivés à un quart des 200 articles de la loi Macron. Ils vont donc siéger tout le week-end. Alors cette méthode Macron, on en parle avec vous, Roland Quérol. C'est une loi un petit peu fourre-tout. Il y a beaucoup. Ah oui, un petit peu beaucoup. Beaucoup fourre-tout. Est-ce que c'est pour noyer un peu le poisson et faire passer un maximum de choses? Comment vous voyez les choses, vous? Non, je crois qu'au départ, il y avait la volonté de faire sauter les verrous habituels de l'économie française pour essayer de faire que le marché soit un peu plus libre d'organiser sa concurrence. Et puis, vous savez ce que c'est, vous tirez un tiroir, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a qui se ferment. Parce qu'il y a eu des lobbies, des oppositions avant même le dépôt du projet de loi. Les pharmaciens, on les a oubliés au passage et quelques autres. Bon. Et puis ça continue. C'est-à-dire qu'il y a la commission spéciale. Les députés eux-mêmes, c'est la coproduction législative, se disent oui, mais alors ça va pas, on est contre, mais il faudrait rajouter ça. Et on finit avec une espèce de joli petit monstre, quoi. Plus de 200 articles et qui aborde successivement, ça ressemble à un inventaire à l'après-Vert. Mais il y a tout de même un état d'esprit qui est derrière chacun de ces articles, c'est cette fameuse idée qu'on a pris des habitudes, qu'il y a eu des monopoles qui se sont installés et qu'il faut que ces habitudes et ces monopoles soient attaqués. Alors ce qui fait évidemment un peu sourire, c'est qu'on ait besoin de discuter au Parlement pour éventuellement céder au privé un bout d'un laboratoire qui délivre du sang aux établissements hospitaliers. On se dit, voilà, qu'est-ce qui va nous inventer encore sur les lacets des chaussures? Mais en même temps, vous l'avez vu dans ce débat, ça soulève en même temps des questions qui sont des questions nécessaires. La privatisation des aéroports pour Nice et Lyon, on comprend très bien que certains disent c'est quand même normal que les aéroports on parle d'ouverture de capital pour l'instant. Soient ouvertes au capital, et d'autres disent céder même à plus de 51% à de vrais opérateurs qui fassent fonctionner ça avec la concurrence capitalistique, et d'autres qui disent, on vient de voir le maire de Nice, là, qui disent non, il faut que ce soit des gens qui en même temps se préoccupent du développement local et régional. Franchement, les deux positions s'entendent, c'est deux philosophies différentes. Sur la méthode Macron, Guylaine Ottenheimer, il est en train de réussir ou pas, Emmanuel Macron? L'exemple des aéroports est extraordinaire parce que, oui, pourquoi pas la privatisation? Mais d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi
on ne discute pas juste de ça pour une loi. Enfin, ça serait plus simple, on n'y passerait qu'une journée et on saurait que si se passe cette journée-là. Là, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Ensuite, sur la privatisation, on a vu ce qui s'est passé à Toulouse où ça a fini par être acheté par des Chinois. Donc, il y a un certain nombre de gens qui préconisent qu'il y a un vrai cahier des charges où on se protège d'un certain nombre de capitaux dont on ne connaît pas l'origine ou qui n'ont jamais été opérateurs d'aéroports, ce qui pourrait laisser quelques surprises ou de mauvaises surprises. Donc on peut quand même un petit peu verrouiller l'appel d'offres, pas le faire comme à Toulouse où c'est finalement, on ne sait pas comment ça... Donc je dis que simplement, si on le savait en amont, si c'était bien discuté en amont avec les parlementaires, avec les gens qui connaissent le dossier, peut-être qu'arriverait devant le Parlement un texte mieux ficelé, plus cohérent et plus facile à lire. Et ce qu'a décrit Roland là avec cette loi, c'est le travers français. Comment voulez-vous que les Français croient à la démocratie? Ils ont l'impression qu'il y a des balles qui passent à l'un, il y a un laboratoire privatisé. Ah, le permis de conduire, on peut le passer par Internet. Ils se disent, mais c'est ça la démocratie. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est le défaut français, parce que dans les autres démocraties, il y a un vrai programme avant d'arriver au pouvoir, qui a été négocié à la virgule près, en coalition, pas en coalition, et voilà. Et les gens se sont occupés, ils y ont travaillé pendant 3 ans, et quand on arrive, c'est un peu près. François Hollande avait fait ses 60 propositions. Oui, c'était pas le programme du gouvernement, parce que j'ai pas vu dans le programme de François Hollande qu'il y avait la privatisation de Toulouse, Marseille et Lyon. Ça, c'est le poison. Ça, il faut le dire avant pendant la campagne. Et oui, il faut aller à ce degré je vois l'économie de détail comme ça. Voilà comment je pense qu'on peut rebousser l'économie et lutter contre le chômage. Il faut le dire avant. Il ne faut pas au bout de 2 ans se réveiller. Ah tiens, si on privatisait. Les gens ne comprennent pas. Tout ça vous paraît aussi illisible, Sylvain Courage, que pour Guylaine Ottenheimer ? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je suis surtout frappé par le storytelling de la loi Macron, parce qu'il y a un des députés là qui a insisté là-dessus, Monsieur Lelouch. C'est vrai que Macron, seul face aux démons des lobbies et des corporatismes français, c'est aussi une histoire que nous raconte l'exécutif. Et donc, c'est un peu comme les 12 travaux d'Hercule. Alors, il terrasse... les pharmaciens, non, finalement, il ne terrasse pas les pharmaciens, il essaie de s'attaquer aux notaires, finalement, c'est les auto-écoles qui lui tombent dessus. À partir du moment où on peut raconter l'histoire et où Macron a l'air de s'attaquer à toutes ces corporations, pour l'exécutif, c'est une bonne chose. Et pour Bruxelles aussi, parce que c'est vrai que l'Europe a un œil sur toutes ces réformes structurelles et que donc Emmanuel Macron est un peu le héros qui va s'attaquer à tout, mais c'est peut-être un peu une histoire un peu puérile qu'on nous raconte. Effectivement, il vaudrait mieux traiter les dossiers à fond, préparer les lois par des missions, des rapports et arriver à élaborer un consensus sur des sujets techniques avant de s'empailler dans l'hémicycle. Est-ce qu'effectivement, cette méthode Macron, on voit qu'il est tout le temps dans l'hémicycle à discuter chaque amendement, chaque article, une forme de mise en scène, on pourrait dire. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi pour séduire la commission de Bruxelles qui doit se décider dans le mois qui vient, finalement? Tout ça est vrai, et c'est pour séduire la commission de Bruxelles, c'est pour aider le gouvernement à avoir une image plus allante, et puis c'est pas mauvais pour Emmanuel Macron lui-même, qui est devenu un personnage politique. Il a fait Arnaud Montebourg qui avait commencé cette loi. Absolument. Qui n'a plus rien à voir, d'ailleurs. Donc tout ça existe. En même temps, qu'est-ce que vous voulez ? Il s'est battu au Parlement, il a été présent, il a fait ses 82 heures à la commission, il vient à chaque séance, il répond parfois longuement sur chaque point. Voilà, il a fait le job. Et pour un débutant au Parlement, c'est pas mal de cette volonté de montrer que les parlementaires, ça compte. Mais en même temps, on se rend bien compte que dans la société française, il n'y a pas que le gouvernement et le Parlement. Surtout quand on s'attaque à des intérêts. Il y a l'ensemble des syndicats, des lobbies, des organisations. Et ce qui manque un tout petit peu peut-être aussi dans la société française, c'est un minimum de sens du compromis, de la conciliation, de la discussion. Et c'est un tout petit peu bizarre que la discussion se fasse très vite dans la rue parce qu'elle n'a pas eu lieu avant. Les syndicats, vous trouvez qu'on les entend assez Assez, j'en sais rien, mais les syndicats patronaux ou de salariés. Mais par exemple, sur les auto-écoles, vous ne pouvez pas habiter Paris aujourd'hui et ignorer que ça manifeste. Hein. Certains dénoncent la privatisation rampante. Est-ce que vous trouvez qu'on vend un peu les bijoux de famille, finalement, en cédant ces aéroports? Non, moi, je suis d'inspiration plutôt libérale. Tant que les marchés sont un peu régulés, qu'il y a des contre-pouvoirs et qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi. Ce que je dis, si on privatise les aéroports, je pense qu'il faut un cahier des charges qui préserve quand même les intérêts français. Maintenant, pour revenir à ce que disait Roland, c'est vrai que Emmanuel Macron, il est assez bluffant. Il est très intelligent, il est plus jeune que les autres. Il a consacré beaucoup de temps parlementaire, ce que ne font pas toujours tous les ministres, ce qui fait que, il a revalorisé un peu le rôle des parlementaires. Mais quand on dit qu'on n'a pas, par exemple, assez souvent
vraiment entendu les syndicats. Il ne s'agit pas forcément de céder aux syndicats ou aux lobbies ou aux intérêts patronaux. Il s'agit de les écouter en amont, de bien dessiner le possible de la réforme, voir ce qui va vraiment créer... les points de crispation, finalement. Et puis, essayer de quand même avancer avec les gens qui sont intéressés. Alors, quelquefois, bon, ça va arriver avec la friction, évidemment, avec les autoroutes, là, quand on veut leur reprendre tous leurs bénéfices. Bon, évidemment, on arrive à un moment où... Mais on choisit ses batailles. Et pour le reste, on essaye quand même de faire que la société se mette d'accord sur les évolutions. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut de la clarté avant les élections et après. De la clarté et un petit peu plus de cette culture du compromis dont on parle sur ce plateau. Oui, alors au sujet des aéroports, je voulais juste revenir, c'est que chaque ville a voulu son aéroport. On sait que beaucoup sont peu rentables ou voire en perte. Donc, dans le cadre de la loi territoriale, on voudrait faire des économies sur ce sujet. On voudrait que les chambres de commerce et d'industrie, qui ont beaucoup participé au développement des aéroports, cessent de les financer. Donc, on se tourne vers le privé et on voit bien aussi que c'est toute une politique d'aménagement du territoire qui a été assez mal pensée jusque-là et qui, du coup, aujourd'hui, on ne sait plus trop quoi faire de Alors, ces cette équipements. réforme territoriale, enfin, en tout cas, le deuxième volet revient à l'Assemblée très prochainement. Oui, Roland on Caron. peut appeler privatisation l'opération sur certains de ces aéroports. Mais le fait, en effet, que ça passe des chambres de commerce et d'industrie à un opérateur privé, est-ce que c'est une privatisation ? C'est une bonne question. On avance parce que l'actualité, c'est aussi l'affaire du Carlton avec à la barre. À Lille, ce mardi, Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du FMI, comparaît pour proxénétisme aggravé aux côtés de Dodo la Saumure ou d'anciennes prostituées. Alors Marie Labatte, bonjour. C'est vous qui suivez le dossier pour LCP. Ce matin, c'est un comité d'accueil qui attendait DSK à son arrivée. Oui. Son arrivée au tribunal correctionnel de Lille ce matin, 3 femmes se sont littéralement jetées sur la voiture de DSK en hurlant Mac client déclaré coupable. Malgré l'incident, l'audience s'est ouverte normalement en début de matinée. Et pour son premier jour de témoignage, DSK a commencé par s'expliquer par lettre. Une lettre qui a été lue par le président du tribunal où il a clamé son innocence. Je n'ai commis ni crime ni délit, a-t-on pu entendre. Il parle de 4 soirées par an pendant 2 ans. Pas de quoi parler d'activités débridées selon lui. À la barre, DSK a ensuite nié, je cite, l'aspect prostitutionnel de ces soirées. Et c'est bien là le point précis sur lequel il va devoir convaincre, puisque, rappelons-le, il est accusé de proxénétisme aggravé. En clair, d'être le principal instigateur de soirées libertines payées qui auraient eu lieu à Lille, bien sûr, mais aussi à Paris et même à Washington, puisqu'à l'époque, DSK était encore le directeur du Fonds monétaire international. Avant la suspension d'audience, Mounia, l'une des prostituées, a commencé à livrer son témoignage. En larmes, elle a évoqué des rapports sexuels brutaux mais consentis. Impossible pour elle que DSK n'ait pas été au courant qu'elle était une prostituée. Pour autant, elle affirme aussi que jamais il n'a été question d'argent entre eux. Il a donc 2 jours pour s'expliquer. S'il est condamné, il encourt une peine allant jusqu'à 10 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende. Merci Marie Labatte pour toutes ces précisions. Roland Quérol, est-ce que vous pensez que DSK, Dominique Strauss-Kahn, aura le droit à un procès équitable ? En clair, est-ce que la dimension morale ne va pas prendre le dessus ? Donc, vous savez, je crois que c'est pas propre à Dominique Strauss-Kahn, mais tous les procès qui sont en correctionnel ou aux assises qui portent sur des faits de ce genre sont un étalage absolument épouvantable et assez glauque, fait par fait, jour par jour, minute par minute. Et on a le sentiment que, d'une certaine façon, pour quelqu'un qui a été un homme public, la première peine, c'est celle-là. C'est la publicité des débats qui met sur la table tous ces détails dont on pourrait peut-être se passer. Enfin bon, c'est comme ça que fonctionne la justice. Toujours, encore une fois, ça n'est pas le cas que pour Dominique Strauss-Kahn. Tous les procès sont malheureusement comme celui-là. Et ça porte sur un point de droit qui est extrêmement compliqué, parce que les gens nous demandent souvent, mais comme un proxénétisme, on ne peut pas dire que c'était un macro. Proxénétisme aggravé. Proxénétisme aggravé, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on est soi-même le principal ou organisateur ou bénéficiaire de réseaux qui sont eux-mêmes des réseaux de prostitution. Et évidemment, on a le sentiment que les juges peuvent décider comme ils veulent dans une affaire comme celle-là et que, selon la façon dont ils décideront, on ira en appel ou pas. Ça va encore durer un certain temps, cette affaire. C'est
compliqué. C'est sûrement un peu bizarre pour beaucoup de publics que cette affaire revienne. On a le sentiment qu'on nous resserre des choses qu'on a tellement mises sur la table. C'est ce que j'allais vous dire. On a l'impression que le procès a déjà eu lieu. Vous êtes d'accord? Moi, je vais vous dire, au-delà évidemment, je suis d'accord, pour DSK, c'est déjà la première peine. Il y a déjà eu le procès d'Yaloué. Maintenant, il y a cette histoire. C'est monstrueux d'avoir sa vie comme ça étalée, de façon pas glorieuse. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce procès est médiatisé. Et que donc, beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à ce type de sujet voient quand même ce qui se passe avec une prostituée, comment on peut la traiter, comment elle peut en garder des traumatismes, comment on arrive à la prostitution, parce que simplement, on a perdu son compagnon, on a besoin d'argent. Et je trouve que, d'une certaine manière, montrer que c'est juste à côté de chez nous aussi, avec DSK, et que c'est pas seulement au fond du bois de Boulogne. Je trouve que ça sensibilise la société, et je pense qu'on peut pas rester totalement insensible en disant après tout, bon, elles exercent une relation sociale, les hommes ont besoin, donc voilà, on va livrer ces femmes et puis ils donnent de l'argent. Moi, je suis profondément choquée par un certain nombre de comportements en manière de prostitution. Et je pense que DSK, il aura fait un truc bien, c'est qu'il aura fait que les médias auront un peu parlé. Peut-être malgré lui, mais... oui, malgré lui, mais quand même, finalement, c'est une bonne chose. Sylvain Courage? Oui, c'est un des paradoxes de l'affaire, c'est-à-dire que sociologiquement, il y a toute une réalité qui remonte, et c'est vrai qu'il y a des enseignements à en tirer. Maintenant, Dominique Strauss-Kahn, lui, il aborde le procès plutôt en expert, comme souvent il adopte cette attitude, c'est-à-dire en expert du droit pour essayer de s'en sortir. Et je suis pas sûr que, le concernant, on aboutisse à la moindre parcelle de vérité. Quel avenir, Roland Quérol, pour Dominique Strauss-Kahn? Est-ce qu'on peut parler d'avenir politique ou d'avenir en tant qu'expert économique? L'avenir politique, il y a longtemps qu'il est derrière lui, hein, et c'est quand même une histoire, quand on y réfléchit, assez folle. Voilà l'homme qui était l'homme préféré des Français pendant des mois et des années durant. Et en effet, il n'a plus aucun espoir de revenir sur la scène politique. Oui, il peut enseigner. On me dit qu'il est toujours un aussi bon enseignant. On m'a encore dit ça récemment au Maroc. Et il peut jouer les experts. Mais sur les experts, il a aussi d'autres affaires sur lesquelles... Les sondages sont assez étonnants. Odoxa disait que 8 Français sur 10 pensaient qu'il aurait mieux géré la crise que François Hollande. Oui, mais vous savez, ils auraient demandé si Guylaine Otheimer ou Roland Quérol auraient fait mieux que Hollande, ils auraient dit oui aussi. Pardon, Sylvain Courage. Non, veut dire, vous pouvez poser aujourd'hui n'importe quelle question par rapport à François Hollande, c'est pas bon, quoi. Les sondages n'ont plus aucune valeur pour Roland Quérol. Je crois que les Français sont par ailleurs pas complètement naïfs. Ils voient bien la différence qu'il peut y avoir entre les qualités de gouvernant de Dominique Strauss-Kahn. Il a été un ministre efficace, qui a fait des choses, et puis un homme qui peut avoir eu ses moments de dérive. Je pense que ce qui manque aujourd'hui sur la scène politique de premier plan, c'est justement ce que sait faire DSK, qui est un très bon professeur, c'est expliquer. Faire comprendre l'environnement de son action, pourquoi, où on va, quelle étape par étape. Là, on a l'impression qu'on fait tomber un tabou, on ouvre une porte de Bruxelles, on satisfait une catégorie socio-professionnelle, voilà, on rafistole, vous savez, comme les petites fenêtres dans les maisons de poupées, on en ouvre, les gens, ça clignote dans tous les sens, les gens ne comprennent rien. Et ce que DSK a laissé comme souvenir, c'est quelqu'un qui a une forme de rationalité et une vraie vision économique pour la France. Il n'y a personne aujourd'hui qui fait ce travail de pédagogie avec des connaissances économiques. Monsieur Valls n'est pas un économiste, je ne connais pas sa pensée économique, je me souviens qu'il voulait plus les 35 heures, mais sinon ça s'arrête là, ma connaissance de l'économie de Valls. François Hollande, sa grande pensée, c'était de changer le système fiscal, il ne l'a pas fait, donc il ne reste pas de repères pour aujourd'hui. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas la ligne économique de DSK qui s'impose aujourd'hui au gouvernement ? Elle s'impose d'une certaine manière, oui, mais elle n'est pas expliquée. C'est vrai que Dominique Strauss-Kahn, tout en étant un homme réputé de gauche, s'intéressait à la finance et savait l'expliquer. Et je me souviens qu'il expliquait par exemple qu'il fallait restructurer la dette grecque. On voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Donc il avait quand même une certaine vision de l'économie. Et c'est peut-être ça qu'effectivement les Français regrettent. Et quand ils disent qu'il aurait mieux géré, c'est tout simplement parce qu'effectivement, il y voyait peut-être plus clair. Alors, à titre personnel, il s'est lamentablement planté dans ses affaires, ce qui prouve bien que c'est encore autre chose
d'expliquer la finance que d'en faire. Merci Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'OP. Merci Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef de Challenge. Et puis merci Roland Quérol, politologue, notre consultant pour LCP. Dans un instant, c'est donc la seconde partie de Parlementaires consacrée aux questions au gouvernement. Sur ce plateau, 2 invités politiques, 2 présidents de groupe, Philippe Vigier pour l'UDI, François de Rugy pour les écologistes. Il est 14h34, nous sommes à 26 minutes des questions au gouvernement. Nous retrouvons Thomas Soulier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Thomas, la première question socialiste sera posée par le nouveau député PS du Doubs. Oui, Frédéric Barbier qui interrogera le Premier ministre sur la percée du FN lors des élections législatives partielles. Ce fut le cas, vous le savez, dimanche dans le Doubs. Quels enseignements a tiré, vous entendrez, Manuel Valls lors de cette séance? Une séance marquée par beaucoup de débats d'actualité. D'abord, l'affaire SwissLeaks. Comment lutter contre l'évasion fiscale? L'UDI et les écologistes interpelleront le gouvernement. Et ensuite, l'UMP et le PS reviendront sur le plan Rebsamen contre le chômage de longue durée. L'occasion pour le ministre de répondre aux nombreuses critiques sur ces mesures jugées insuffisantes. Et enfin, durant cette séance, Laurent Fabius devrait faire le point sur le conflit en Ukraine. À la veille d'un sommet pour la paix, la France et l'Allemagne peuvent-elles remporter ce bras de fer engagé avec la Russie? Vous entendrez le ministre des Affaires étrangères qui répondra à une question du groupe PS. Merci Thomas Soulier, on vous retrouvera avec plaisir sur le plateau de Parlementaires à 16h. Pour l'heure, j'accueille Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. François de Rugy, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe écologiste également ici à l'Assemblée. Alors on va commencer par la victoire de Frédéric Barbier, accueilli sous les applaudissements aujourd'hui au groupe socialiste pour son retour à l'Assemblée. Donc une première victoire depuis 2012 pour les socialistes dans une législative partielle, mais pas de triomphalisme, on l'a entendu dans la voix de Frédéric Barbier le soir de cette victoire dimanche. Victoire sur le fil. Comment la majorité envisage du coup les départementales, François de Rugy? Oula, moi je ne tirerai pas de conclusion hâtive entre cette élection partielle et l'ensemble des élections départementales qui auront lieu pour la première fois d'ailleurs en France. Toute la France est concernée le même jour pour renouveler l'ensemble des conseils départementaux. Ce qui est une bonne chose. En revanche, ce qui est une mauvaise chose, c'est d'avoir adopté ce mode de scrutin complètement aberrant. Mais vous n'êtes pas réellement confiant en tout cas? C'est sûr que la mécanique... Cette victoire ne va pas créer une vraie dynamique pour vous? Ce n'est qu'une législative partielle. Moi, je tiens quand même à souligner le résultat de cette législative partielle. Nous sommes députés. Frédéric Barbier est donc de nouveau notre collègue député. Premier tour, un certain rebond de ce qu'il faut appeler la gauche modérée. Le Parti socialiste, 29%, alors qu'il faisait 15% aux européennes dans cette circonscription. 15%, 29%. La gauche dite Syriza, comme dit M. Mélenchon, a fait complètement chou blanc. Et nous, les écologistes, idem. Ensuite, au deuxième tour, une forme de sursaut républicain, puisqu'il y a un taux de participation qui augmente énormément, et Frédéric Barbier est élu. Alors, certes, le Front National fait un gros score, et c'est beaucoup trop important, mais Frédéric Barbier est élu. 860 voix d'avance, je connais beaucoup de députés dans tous nos groupes qui auraient aimé être élus avec 860 voix d'avance. On s'est fait peur quand même sur cette circonscription, Philippe Vigier? Oui, je crois qu'on s'est fait peur. Ce résultat de dimanche appelle à regarder les choses avec beaucoup de gravité. Cette victoire, certes, c'est 860 voix. Il y a eu quand même 9 points de mobilisation en plus. C'est-à-dire que malgré cette immense mobilisation, c'est une bonne chose, et malgré cette mobilisation supplémentaire qui est importante, pour autant, les voix de Front National très importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une désespérance dans ce pays qui est terrible. Et qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont désespérés, qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de cap, ce chômage de masse, les participants au quotidien, la perte des services publics, enfin on peut multiplier toutes les choses, eh bien ils disent voilà, on va essayer une alternative Front National. Et donc les Républicains se sont retrouvés, mais l'exigence pour les partis comme les nôtres, c'est être capable d'offrir d'autres perspectives, un autre cap. Alors il faut rappeler que vous avez condamné le nini de l'UMP. Absolument, nous avons été très clairs, on avait dit que si on était électeur, on aurait voté pour le Parti Socialiste. Même si, je vous dire une chose aussi avec beaucoup d'humilité, il ne faut pas imaginer qu'on va donner des instructions aux électeurs qui sont grands, qui savent ce qu'ils ont à faire, mais c'est à nous à les éclairer. C'est aux responsables politiques à dire quels sont les projets politiques des uns et des autres,
Et puis, évidemment, à prendre position, mais je crois que nous l'avons fait très clairement de dimanche soir, et j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Juste une Il faut le chose. saluer d'ailleurs parce que c'est un geste clair et courageux de la part des centristes et de la part d'Alain Juppé, alors qu'on voit bien qu'il y avait des pressions très fortes de l'UMP dans un autre sens. Ça veut dire que s'il y a une présidentielle, on est dans le cas de figure où l'UMP est au second tour face au Front National. Est-ce que malgré le nini, vous appelez à voter, vous vous rapprochez de l'UMP ? Mais si c'est l'UMP face au Front National, on appellera à voter UMP comme la gauche l'avait fait pour Jacques Chirac en 2002. Pas d'abstention, pas de vote blanc. Il y a un deuxième sujet. Derrière le mot Front National, moi, il y a une chose qui m'intéresse particulièrement. J'essaie d'être un élu pragmatique. Mais l'abstention, le vote blanc, c'est une consigne de vote pour un parti ? Non, on ne vote pas blanc, ça n'a pas de sens. Nous sommes favorables à la reconnaissance du vote blanc. Moi, je vais même plus loin. Je pense que le vote devrait être obligatoire. J'ai 2 messages à faire. Je suis d'accord. Le premier message, c'est qu'il y a des élections départementales qui arrivent dans plus d'1 mois. Il faut que les Françaises et les Français y aillent. Ils aillent voter. François de Rugy a bien fait de le dire. Toute la France va voter. Le conseil départemental, qu'on appelait conseil général, parce que nos concitoyens ne comprennent plus rien tellement on fait des lois qui sont par moments illisibles, et c'est le cas de cette loi sur la réforme territoriale. C'est là où nous, les politiques, on participe, on l'a dénoncé encore ce matin ensemble, on participe au fait de l'absence de lisibilité d'une politique. Mais le conseil départemental, le conseil général, c'est la vie quotidienne. C'est le transport pour les enfants pour aller au collège. C'est le collège, c'est l'action sociale, c'est l'accueil des personnes âgées. C'est tout cela. Vous serez présent dans tous les départements, dans beaucoup de départements ? Et moi, je dis aux Français, il y a des problèmes, il y a des difficultés, allez-y, projet contre projet. Et c'est à eux ensuite à faire le choix. Et je ne vois pas de projets qui viennent des candidats du Front National. Si je prends mon département, dans le canton, moi je ne suis pas candidat aux élections cantonales, ils sont allés chercher des candidats qui habitent à 200 km. Est-ce que vraiment ça représente la proximité, l'enracinement et la vision d'un territoire? Est-ce que vous irez seul à ces départementales? Est-ce qu'il y aura des alliances dans certains cas avec l'UMP? Oui, avec l'UMP. Dans 90% des cas, on a trouvé des solutions. Puis il y a des endroits où il y a des primaires. Et puis c'est comme cela. Et chez les écologistes, il y aura beaucoup d'alliances avec le Parti Socialiste ou vous partez seul dans la plupart des cas? Très peu, malheureusement. D'ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui étaient favorables au rassemblement. D'abord parce que il y a cette menace du Front National, il y a cette mécanique du mode de scrutin très majoritaire et très brutale, que moi je crois qu'on a vu encore avec cette élection partielle aussi, que ça appauvrissait le débat démocratique, alors que si nous avions eu un scrutin comme au régional, de liste proportionnelle, eh bien avec la capacité de rassembler, de fusionner, les choix sont clairs, sont démocratiques et en même temps ils ne sont pas comme ça brutaux. Mais nous verrons bien, il y a des départements où il y a des alliances avec le Parti Socialiste. Dans la plupart des autres départements, c'est plutôt des candidatures écologistes au premier tour. Après les départementales, vous pourriez faire votre tour au gouvernement, où il y a eu un appel du pied de François Hollande à sa dernière conférence de presse. Il y a eu une main tendue de François Hollande. Après, le groupe UMP, le groupe écologiste voudrait la saisir? Vous savez, nous sommes un certain nombre de députés et de sénateurs à avoir toujours dit que nous pensions que c'était une erreur que les écologistes ne soient plus dans l'action gouvernementale, car le but c'est d'être dans l'action. Pour autant, c'est au président de la République et à son Premier ministre de savoir quand, comment et avec qui ils ont envie de créer une nouvelle donne politique. Mais moi, je voudrais dire, pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe Vigier, je crois que là-dessus on peut partager. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'idée que les gens qui votent Front National, c'est que des gens désespérés, etc. Il faut arrêter avec ça. C'est un vote malheureusement de conviction pour un certain nombre de personnes. D'adhésion aujourd'hui. Il y a des choses qui ne vont pas dans la façon de faire de la politique, parfois dans la politique menée, dans les résultats, mais il y a aussi des gens qui, de toute façon, votent Front National, comme dans d'autres pays. En Suède, ils votent pour les démocrates de Suède. En Allemagne, il y a le mouvement Pegida. L'Allemagne, qui n'est pas du tout dans la même situation économique que nous, a un mouvement qui est d'extrême droite. Le FN est donc bien installé aujourd'hui en France. Il y a la possibilité, moi je le crois, d'avoir des rassemblements parfois assez larges sur des sujets. Le service civique, le président de la République en a parlé dans sa conférence de presse. Moi, je souhaiterais qu'on puisse travailler là-dessus à l'Assemblée nationale, et je pense que ça pourrait transcender les clivages. 2 choses. On ne va pas reprocher à l'UDI de ne pas être une opposition constructive. Mais on voit les limites de la construction. Dans la loi Macron, nous sommes quand même très impliqués depuis le début. On est arrivé sans posture, et vous avez fait bouger les choses. Très très peu des choses, non vraiment. Et c'est là où ça n'est pas. Mais non, le permis de conduire, justement, la proposition que l'on faisait était une vraie proposition. Alors allez-y, Philippe Vigier, sur vos deux. Aux 4 millions de Français qui attendent pour passer le permis de conduire, de le passer. On voit d'ailleurs que la solution gouvernementale est tellement mauvaise que les écoles font la grève, que les inspecteurs ne sont pas contents. Je vais dire une chose sur les électeurs Front National. Allez-y, puis on repart aux 4 colonnes. Je ne suis pas d'accord avec François de Rugy pour dire que c'est leur conviction. Le sujet, c'est pas ça.
manifestement, quand en milieu rural, pardonnez-moi, mais il y a un vote Front National à 30-40% dans les communes, c'est quelque part, c'est ces services publics qui ne sont pas là, c'est l'hôpital quelquefois qui est parti, c'est le tribunal des prud'hommes qui est parti, c'est le fait Donc qu'ils c'est sont une forme de éloignés désespérance tout. quand même. Il faut entendre ce message. Moi, je suis désolé, je suis dans un territoire très rural dans lequel ils me font passer ces messages. Alors on va repartir aux 4 colonnes, retrouver Charles de Courson. Il est député UDI de la Marne. Il pose une question sur l'évasion fiscale cet après-midi dans l'hémicycle. Il la pose d'abord au micro de Fernand Tavares. Alors Charles de Courson, vous avez été président de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac. Est-ce que les révélations d'hier sur l'évasion fiscale, sur ce qui s'est passé notamment en Suisse, sont une surprise pour vous ? Pas du tout, puisque nous avions auditionné secrètement M. Falciani, l'homme qui a livré ces informations au fisc français, puis aux différents fiscs des différents pays développés. Et on voit bien que le scandale HSBC, c'est qu'une banque a incité à la fraude fiscale et a organisé la fraude fiscale. Donc il y a une complicité de fraude fiscale. Et la question, elle est-ce que les sanctions à l'égard des banques, c'est la seconde qui est prise, puisque la première, ça a été l'UBS, est-ce qu'elles sont proportionnées aux pertes de recettes? Le deuxième problème, c'est que les personnes qui ont été reconnues en situation de fraude fiscale, 3000 pour le seul HSBC, il n'y a eu que 62 qui sont allés au pénal. Parce qu'il y a une anomalie française, c'est que seul le ministre des Finances peut décider d'aller au pénal. Qu'allez-vous demander au gouvernement tout à l'heure? Eh bien, je vais demander 2 choses. Première chose, est-ce que le gouvernement est d'accord pour qu'on supprime le monopole dont dispose le ministre des Finances dans le recours au pénal? Et la deuxième question que nous allons lui poser, c'est est-ce qu'il est d'accord pour augmenter les sanctions à l'égard de banques qui auraient été reconnues coupables de complicité de fraude fiscale? À votre avis, il y a plusieurs milliards à récupérer éventuellement? Ah oui, il y a rien qu'en Suisse, les chiffres que nous avait donnés la Confédération helvétique il y a 4-5 ans, c'était à peu près 83 milliards de dépôts non déclarés à l'administration fiscale française par la Suisse. Donc, si vous voulez, ça fait des revenus de l'ordre de 2 milliards par an, rien que pour la Suisse. Merci beaucoup. On écoutera votre question tout à l'heure dans l'hémicycle et la réponse du ministre. À vous, Brigitte Boucher. Merci Fernand Tavares. Alors Philippe Vigier, vous êtes d'accord pour faire sauter ce verrou de Bercy dans l'évasion fiscale? 2 choses. La première, c'est le verrou de Bercy. C'est pas aujourd'hui qu'on explique tout ça. Ça fait longtemps qu'à l'UDI, nous disons que ce verrou de Bercy, qui est la liberté pour le ministre de traiter la régularisation d'un certain nombre d'affaires financières où il y a eu des gens qui ont, pour dire simplement, triché, et après le ministre peut régulariser. Et là, ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas de transparence et que le ministre ne doivent pas transférer à la justice. Donc ça ne peut plus. C'est au bon vouloir finalement de Bercy. On ne peut pas demander aux députés d'afficher leur réserve parlementaire, de savoir comment ils dépensent. Il y a un manque total de transparence là-dessus. Donc ça, on doit le savoir. Et la seconde chose, c'est la chose très grave qui a été révélée par les journalistes sur l'affaire HSBC. Moi, je veux que ça s'applique aux États-Unis. Qu'est-ce que ça s'applique aux États-Unis? Vous avez vu qu'une banque, notamment une grande banque française, a été condamnée, elle a payé une amende de plusieurs milliards de dollars. On sait qu'HSBC a organisé manifestement auprès de ses clients, avec des circuits très bien établis, une possibilité pour éviter l'impôt, bref, de la fraude fiscale. Eh bien, il faut que les banquiers et les responsables de ces opérations-là soient condamnés et trinquent. Et pas simplement le client. Il y a celui qui lui a proposé, justement, ces montages. La banque risque quand même des actions en justice ou de devoir payer d'importantes sommes d'argent. Ouais. C'est anecdotique. Non, mais là, on ne peut pas organiser. Une fois de plus, on parle du vote Front National. Il y a celui qui ne va pas payer ses infractions routières et qui va avoir des majorations. Pour lui, c'est lourd et c'est insupportable, je le comprends. Et de l'autre côté, il voit que celui qui a échappé à l'impôt, qui aurait dû payer 5, 10, 15, 20 millions d'euros d'impôts, n'est pas vu, pas pris. C'est tout cela que nos concitoyens n'acceptent plus. Il faut condamner tout le monde, François de Rugy, et les banques, et les clients. Oui, il faut qu'il y ait en effet des procédures judiciaires. Il y en a déjà d'ailleurs. Il faut aussi dire qu'un certain nombre de choses qui sont révélées aujourd'hui, qui datent en fait de 2006-2007, ne sont plus possibles aujourd'hui. Voilà, grâce est-ce que toutes aux ces pratiques sont bien éradiquées? C'est ce que j'allais vous demander. C'est ce qu'il faut vérifier, mais grâce aux avancées législatives que nous avons votées, je crois qu'on peut dire en effet que nous avons... Là, on parle d'une affaire entre 2006 et 2007. À avoir poussé dans le même sens, et moi je partage ce qu'a dit d'ailleurs Charles de Courson juste avant nous. Et par ailleurs, il faut aussi mettre la Suisse devant ses responsabilités. Il faut mettre les banquiers devant leurs responsabilités, mais aussi les États. On ne peut pas accepter qu'un État, on le sait très bien, et il y a l'histoire du Luxembourg. Mais c'est une bonne chose ou pas d'ouvrir ces cellules de régularisation là pour que les gens puissent rapatrier de l'argent en payant finalement des indemnités? Ça, c'est une bonne chose ou pas? Évidemment, les gens régularisent leur situation, ils payent une forte amende.
C'est-à-dire que c'est pas simplement le recouvrement de l'impôt, c'est une forte amende et le cas échéant, dans il y a un certain moment, il nombre faut la de fermer cette circonstances, cellule, on peut pas la laisser ouverte indéfiniment. il y a des poursuites judiciaires. D'ailleurs, les cas pour certains qui sont révélés dans la presse font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Philippe Vigier. Cette cellule de régularisation, il faut la laisser. Il y a encore beaucoup d'argent à l'extérieur. Que des gens qui veulent régulariser, il faut accompagner ce mouvement-là. C'est plutôt un acte de citoyenneté en disant j'avais de l'argent à l'étranger, je le fais rentrer en France, je paye une amende, c'est normal, j'ai triché. Pour parler simplement. Mais la deuxième chose, une fois de plus, il faut que tous les États, François de Rugy, jouent le jeu. Or, on sait très bien, vous savez, il y avait les États en zone noire, en zone grise, en zone blanche. Il y a encore et notamment le Luxembourg, dont vous parliez à l'instant. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, il y a encore beaucoup de paradis fiscaux. Et parce que cette France, elle a une difficulté particulière. C'est le pays qui est quasiment le plus fiscalisé d'Europe. On se plaint qu'il y en a beaucoup qui partent à l'étranger. Donc il faudrait une harmonisation fiscale en Europe. C'est ce que nous demandons, parce que nous nous sommes Sauf attachés à une Europe. Il faut l'unanimité, c'est pas évident à obtenir en Europe. Avec une gouvernance économique européenne. Cette unanimité-là, on peut l'obtenir en Europe? Mais c'est indispensable. Pour l'harmonisation fiscale. Comment voulez-vous qu'on puisse savoir? Je prends un seul exemple. Celui de l'impôt sur les sociétés. En France, c'est quasiment le plus élevé de tous les pays d'Europe. Si vous avez en Irlande un pays qui a connu des grandes difficultés, c'est à 12,5%, alors que c'est un pays qui a été aidé par l'Europe. L'Espagne a décidé de baisser. L'Italie a décidé de baisser. Donc là, il y a deux débats. Il y a l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Le premier sujet, l'évasion fiscale. Qui est légale. L'optimisation fiscale, elle est légale finalement. L'évasion fiscale, il faut naturellement faire en sorte que les pays d'Europe se mettent d'accord pour harmoniser leurs pratiques pour lutter contre l'évasion fiscale, et notamment tous ces grands groupes. Et des petites entreprises aussi qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils échappent par des circuits. On sait très bien ce qui se passe avec les îles Caïmans et d'autres endroits, des paradis fiscaux, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, si l'Europe veut peser sur la scène internationale, au moment où en Europe, la croissance elle est molle alors qu'elle est forte dans certains endroits de la planète, il faut une harmonisation économique des pays européens qui ne se tirent pas la bourse, si je peux m'exprimer simplement, de façon à ce qu'ils soient plus forts, unis, pour aller justement à l'extérieur, exporter et gagner de nouveaux marchés. Alors on va repartir aux 4 colonnes, retrouver Fernand Tavares. Il est aux côtés d'Henri Gibraillel, député socialiste des Bouches-du-Rhône. Il va poser une question sur la mobilisation pour Marseille au lendemain de la visite du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur dans la cité phocéenne. C'est à vous Fernand. Alors vous êtes un député de terrain, ce qui vient de se passer à Marseille évidemment est inqualifiable, mais ça ne vous surprend pas. Ça fait des années et des années qu'on parle de cette violence, de ces zones de non-droit. Qu'est-ce que vous allez demander au Premier ministre cet après-midi? Est-ce que vous, député de terrain, avez des solutions? Oui, écoutez, on ne peut plus tolérer ce genre d'activité dans nos cités. Cette occupation, ces zones de non-droit, je ne les accepte plus. Je considère que le manque d'effectifs pendant des années a fait que le mal s'est enraciné. Depuis l'arrivée du Premier ministre à l'époque à Beauvau, les effectifs ont été réaffectés à Marseille, des effectifs en force. On a créé des zones de sécurité prioritaire. Des résultats sont là. Il n'en demeure pas moins qu'hier, à la Castellane, des individus masqués, armés jusqu'aux dents avec des kalachnikovs, ont tiré sur les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème? Écoutez, il faut que la cité, il ne faut plus mettre une muraille de policiers à l'entrée de la cité. C'est très bien, ça gèle les réseaux pendant 2-3 heures ou pendant 2-3 jours. Il faut mettre les policiers à l'intérieur de la cité. Là où on a identifié les lieux où ils vendent leurs produits, il faut que le matin, quand ils arrivent pour embaucher, pour ainsi dire entre guillemets, il faut qu'il y ait des forces de l'ordre à leur place. Et il faut le temps de chasser ces voyous des cités qui terrorisent et tétanisent toutes les populations. Il faut qu'enfin on décide de les foutre dehors pour que les familles, les habitants, les enfants puissent traverser ces quartiers, les cités, sans avoir l'inquiétude de recevoir des balles perdues. C'est 60 projectiles qui ont été tirés sur les policiers, 60 douilles. Voilà, la solution, c'est aujourd'hui très bien, il y a un travail qui est fait, qui est considérable. Le gouvernement, jamais un gouvernement s'est autant penché sur la sécurité à Marseille. Il y a des résultats, il en demeure pas moins qu'il y a quand même cet ancrage, cet enracinement qui est aujourd'hui néfaste pour la cité. Donc maintenant, il faut les chasser. Comment les chasser? Que les forces de l'ordre ne restent pas à l'extérieur, rentrent, occupent les territoires pour les foutre dehors et les chasser de la République. Merci beaucoup et à tout à l'heure, Monsieur Gibraillel, dans l'hémicycle. À vous, Brigitte. Merci, Fernand Tavares. François de Rugy, un mot sur Marseille. Effectivement, le ministre Bernard Cazeneuve, le Premier ministre Manuel Valls sont allés hier dans la cité phocéenne. Et puis, il y a eu ces tirs de Kalachnikov dans la matinée. Est-ce qu'il y a effectivement des zones de non-droit, des zones où les policiers ne peuvent plus aller à Marseille parce que c'est trop dangereux? La preuve que non. Puisque là, les policiers, évidemment, sont intervenus. Il a été mis fin à ces faits. Et par ailleurs, sur les 2 dernières années, c'est quand même important en politique, c'est important qu'on évalue ce qui est fait. Il y a tout un tas de chiffres qui sortent tous les jours, les chiffres de l'économie, du chômage, etc. Et c'est normal.
C'est ce qui permet d'évaluer une politique. Manuel Valls Là, en vient matière vanter les chiffres de la sécurité, délinquance et il y a des tirs de Kalachnikov dans la ville. Ouais. Évidemment, mais oui, C'est mais quand même, la preuve qu'on ne cherche pas à cacher la réalité, ce n'est pas facile de lutter contre la grande délinquance et la criminalité organisée, pas simplement à Marseille. Hein. Je vais vous dire, à Nantes, la criminalité organisée liée au trafic de drogue, parce que c'est ça, ça existe aussi. C'est un peu évidemment. Il n'y a pas d'exception marseillaise pour vous ? Si, c'est une grande ville, par ailleurs, avec un fort taux de pauvreté qui rencontre beaucoup de difficultés. Donc c'est évidemment un champ pour les trafiquants, mais il y a eu des résultats et donc ça veut dire qu'il faut continuer. Il y a un sujet, on parlait de la fraude fiscale européenne. À partir du moment où on construit l'Europe, je crois qu'on a en commun d'être pour la construction européenne, de rapprocher les pays européens, la liberté de circulation. Il y a des choses qu'il faut maîtriser. Et le trafic d'armes, ça en fait partie. Et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, nous l'avait dit aussi au moment des attentats. Aujourd'hui, il y a eu un développement du trafic d'armes, soit pour des actes mafieux, soit pour des actes terroristes. Et ça vient de l'intérieur de l'Union européenne. Manuel Valls Donc il faut lutter avec beaucoup de détermination. Moyens. Il a dit qu'il reviendrait fin avril dans la cité phocéenne. Est-ce que c'est une histoire d'argent finalement ? Non, mais que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur mettent le paquet sur la montée de la délinquance à Marseille et ailleurs, parce que les zones de non-droit, il y a des quartiers en Ile-de-France, un peu partout en France, on ne rentre plus. On ne rentre plus. Il y a des médecins généralistes qui, la nuit, ne veulent plus se déplacer. C'est pas pareil que la police. Moi, je ne laisserai pas dire que la police ne rentre plus dans beaucoup de quartiers en France. Ce n'est pas vrai. La police a quand même... Non, mais il faut... Disons les choses. Justement, c'est en cachant les choses, en disant pas la vérité, que après, nos concitoyens, ils voient ce qui se passe. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Une zone de non-droit dans laquelle la police ne rentre plus, c'est grave. C'est grave. Malheureusement, donc, s'il y en a une à Chartres, à Châteaudun, moi, je viens voir. À Nantes, par exemple, je peux vous le dire, il y a des problèmes de délinquance, il y a des problèmes de trafic, il n'y a pas des endroits où les policiers ne rentrent plus. Heureusement. Il y a des endroits où, manifestement, c'est très compliqué. On sait très bien qu'ils n'y vont pas, ou s'ils tournent, ils sont prudents. Et ils s'en vont parce qu'ils savent manifestement qu'il risque d'y avoir des problèmes. Attendez, le monde carcéral, puisqu'on parle de Châteaudun. Et oui, mais moi, j'ai un gardien de prison qui a été très violemment agressé vendredi dernier. En milieu carcéral, il faut voir cette violence qui est en train de monter avec une force considérable. Je recevais ses parents hier après-midi. Eh bien, je vais vous dire que dans le milieu carcéral, je visite souvent les parlementaires, nous pouvons visiter des centres de détention, des maisons d'arrêt quand nous voulons. Je visite souvent, et je vais d'ailleurs y aller dans les prochaines heures, je ne dis pas quand, parce que sinon on prépare la visite, donc ça n'a aucun intérêt. Franchement, moi je suis heureux d'entendre que François Trujillo dise, voilà, fermeté, parce qu'il faut de la fermeté et de l'exemplarité. D'ailleurs, Mme Taubira, on ne l'entend plus. Vous savez, elle voulait supprimer les peines planchers. Moi, qu'on fasse des mesures d'accompagnement. Sa loi va revenir bientôt. Oui, non, mais c'est important parce que cette violence, elle est inacceptable. On a vu ce qui s'est passé au mois de janvier. On était tous ensemble, les bras solides, parce qu'il faut tenir dans ces moments où les piliers de la République ont été ébranlés. Voilà, ces réseaux d'armes, on les connaît. Tarir les problèmes des circuits financiers, c'est évident, mais considérer qu'il n'y a aucune zone de non-droit. Il y a encore des zones de non-droit. Il faut oser dire les choses, il faut y aller. Donc si le Premier ministre met le paquet là-dessus, nous, en tout cas, nous dirons il faut y aller et qu'il continue. Et on a toujours dit, je l'ai dit à la tribune il n'y a pas longtemps de l'Assemblée, on soutiendra tout ce qui permettra de lutter contre tous les terroristes, de quelle que soit leur origine, leur volonté et le message qu'ils fassent passer. Pour lutter contre tout ça, vous disiez il faut démanteler les filières d'armes. Est-ce qu'il faut aussi la rénovation des quartiers ? Est-ce qu'il faut aussi plus de mixité sociale dans ces cités ? Évidemment. Évidemment, moi je vais prendre un exemple concret, celui de la carte scolaire. Et moi je suis heureux qu'on remette sur la table la question de la carte scolaire. Parce que la carte scolaire aujourd'hui, évidemment, il faut une carte scolaire. Moi, je ne suis pas pour la suppression de la carte scolaire. Mais en revanche, enfermer les gens dans leur quartier, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, ça c'est sûr qu'on n'améliorera pas. Vous ne pouvez pas demander aux instituteurs, aux enseignants, aux professeurs, dans les écoles, les collèges ou les lycées, de faire face aux difficultés si dans une classe vous avez majoritairement des élèves qui sont en difficulté. Et donc évidemment qu'il faut organiser, ça c'est la puissance publique qui doit le faire, la mixité sociale et scolaire, et en milieu scolaire c'est possible, en réformant la carte scolaire. Nous avions proposé en tant qu'écologistes quelque chose de très pragmatique sur la base en milieu urbain des zones des cartes de transport en commun. Voilà, donc vous avez des lignes de transport en commun qui permettent de desservir des écoles, des collèges et des lycées. Il y aura un comité interministériel pour tout cela. Un dernier mot, Philippe Vigier. C'est que l'on associe les élus locaux à la définition de la carte scolaire, parce qu'a priori, ils connaissent bien leur ville, alors que souvent elle est plaquée comme cela, sans même qu'on puisse voir ce qui se passe, et c'est une fois de plus un peu dommageable. Voilà. Philippe Vigier, je vais vous remercier d'être venu. Vous êtes président du groupe UDI ici à l'Assemblée. Vous devez aller rejoindre l'hémicycle un tout petit peu plus tôt. Il est 14h58. On va donc vous libérer. François de Rugy, vous restez avec moi. On va partir sur les réseaux sociaux, voir ce que pensent les internautes. Et c'est le buzz.
Astrid de Vilaine, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors sur le net, le scandale SwissLeaks révélé par le journal Le Monde est au centre des discussions. Oui, on en parle énormément, notamment sur Twitter. Les mots-clés HSBC et SwissLeaks sont en tête des sujets les plus abordés du réseau social. Et le journal Le Monde, qui a révélé cette évasion fiscale à grande échelle, ne s'est pas arrêté là. Ils ont mis en ligne une vidéo explicative, le système d'évasion fiscale chez HSBC pour les nuls, en quelque sorte, le tout en 3 minutes. Je vous propose d'en écouter un extrait, c'est l'histoire de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont souhaite échapper au fisc. Il est suffisamment riche, 1 million d'euros à placer, pour être accepté par HSBC Private Bank de Genève, dont la maison mère est basée à Londres. 2 possibilités. Soit Monsieur Dupont contacte lui-même la banque en se rendant à Genève, soit il est démarché par un employé de la banque. Dans ce cas, le rendez-vous est fixé, par exemple, dans un grand hôtel parisien. D'abord, le client est rattaché à un profil numéroté, qui correspondra à un ou plusieurs comptes bancaires sur lesquels seront placés ses avoirs. Du fait du secret bancaire suisse, ce schéma garantit l'anonymat. Ceci constitue donc un premier écran. En effet, seule la banque sait à quel client renvoie tel ou tel profil. Et ça dure comme ça pendant 3 minutes. Plus on a les moyens, plus on peut bénéficier d'un système complexe pour se dissimuler. Franchement, si vous n'avez rien compris au système d'évasion fiscale, après cela, vous aurez vraiment les idées claires. Et puis Astrid, sur le net, certaines personnalités dont le nom est sorti sont la cible, évidemment, des réseaux sociaux. Exactement, c'est inévitable. Et celui qui a subi le plus de moqueries, c'est Gad Elmaleh, l'humoriste qui était déjà le héros moqué des publicités pour LCL, dont le slogan est « Je rêve d'une banque ». Autant vous dire que les vacheries ont fusé sur Internet. Je rêve d'une banque apte à cacher des milliards d'euros sans que je m'inquiète pour mes millions, tweet cet internaute. Je rêve d'une banque qui réussirait à éviter les fuites sur ses clients, surenchérit Maître Eolas avec plus de 600 retweets pour ce seul tweet. Je rêve d'une banque qui protégerait mieux le secret bancaire. Il y en a eu des dizaines sur le réseau à tel point que le hashtag Gad Elmaleh s'est retrouvé hier en tête des tendances sur Twitter. Et puis, je vous laisse sur celle-ci, c'est ma préférée. Gad Elmaleh annonce une tournée mondiale, date à Genève, Luxembourg et îles Caïmans avant de rentrer chez lui à Monaco. Merci Astrid de Vilaine pour ce tour des réseaux sociaux. Une petite réaction, François de Rugy, alors qu'on aperçoit Claude Barthelone qui traverse cette salle des pas perdus à l'Assemblée nationale. Une petite question sur un peu la double peine. On voit que Gad Elmaleh est raillé sur le net. Il avait finalement régularisé sa situation. Il y a aussi la fuite du secret bancaire finalement. Il est condamné 2 fois un peu, non ? Oui, on va quand même pas pleurer sur le sort de quelqu'un qui a de très hauts revenus et qui a cherché à en cacher une partie en ouvrant 80 000 euros, on n'est pas dans les sommes. Il faut rappeler les choses très clairement. Quelqu'un qui veut ouvrir un compte à l'étranger, qui le déclare, qui déclare les revenus qu'il y a dessus, il n'a pas de problème. Mais c'est évident qu'en général, vous n'avez pas tellement intérêt à ouvrir un compte à l'étranger si c'est pour le déclarer, parce qu'en France, il y a tout ce qu'on veut en matière bancaire. C'est pas un problème. Quand on est Gad Elmaleh ou quand on est Astrid de Vilaine, si on veut placer ses économies, qu'elles soient de 10 000 euros ou d'1 million, on peut le faire en France, il n'y a pas de problème. Mais vous pensez que c'est toujours aussi simple de le faire par des montages très complexes aux îles Caïmans ou autres ? Le problème, et pourquoi les Français sont en droit d'être extrêmement choqués, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, plus ils gagnent de l'argent, plus ils pensent qu'ils doivent mettre cet argent à l'abri, en quelque sorte, du fisc. C'est-à-dire, moins ils doivent payer d'impôts. C'est quand même bien ça le problème. Alors après, on peut discuter. Philippe Vigier disait une organisation à très grande échelle. France, on paye trop d'impôts. Attention. Est-ce que ça veut dire qu'on commence à justifier, à excuser ceux qui vont mettre de l'argent à l'étranger? C'est pas sérieux. Y compris en France, quelqu'un qui veut investir dans un certain nombre de secteurs a droit à des réductions d'impôts. Ça existe dans notre pays de façon totalement légale. Donc il faut absolument revenir à des règles simples. Tout le monde doit être égal devant l'impôt. Merci François de Rugy d'être venu sur le plateau de parlementaire, coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Claude Barthelone est donc arrivé dans cet hémicycle au perchoir pour présider cette séance de questions au gouvernement. La première question socialiste sera posée par le tout nouveau député du Doubs, Frédéric Barbier. Bonne séance.